Merci d'être venu pour ce meet-up concernant le load balancer de VH. Alors, je me présente. Je m'appelle Julien Lafaille. Je suis chez VH depuis 7 ans. Je suis DevOps dans l'équipe qui gère le service load balancer. Alors, pour commencer, on va parler de ce qu'est un load balancer. Son but, c'est de répartir la charge sur plusieurs serveurs. Pour ce faire, en fait, il va se placer en front de votre infrastructure. Il va agir comme proxy, c'est-à-dire que vos visiteurs vont en fait contacter le load balancer qui lui-même va contacter les serveurs de votre infrastructure. Alors c'est intéressant parce que si on compare par exemple à des technologies comme le DNS round robin, avec un load balancer, on va pouvoir maîtriser l'algorithme de répartition de charge et aussi on ne va pas devoir attendre le temps de propagation DNS. Ça permet aussi de tolérer les pannes, parce que le load balancer va pouvoir effectuer des sondes régulièrement, vérifier l'état de santé d'un serveur, et dès qu'un serveur est détecté comme défaillant, il va être retiré de la ferme de serveur, et il ne va plus recevoir de requêtes. Et bien entendu, la vérification d'état continue, ce qui fait que dès que le serveur est à nouveau opérationnel, il va de nouveau recevoir des requêtes, de façon automatique donc. Ainsi que pour les maintenances, de façon préemptive, on peut, via l'API, configurer le load balancer pour retirer un serveur et le rajouter une fois que la maintenance est terminée. Alors, load balancer de VH, donc tout ça. Alors, un petit peu d'historique. Le projet de load balancer a été initié il y a à peu près 2 ans. C'était pour remplacer une solution propriétaire qu'on utilisait. Cette solution arrivait en fin de vie, donc le matériel ne recevait plus de mise à jour de sécurité. On avait aussi des problématiques qui faisaient que le matériel ne fonctionnait qu'en mode master slave, ce qui faisait qu'on était limité par la capacité d'une instance à traiter le trafic. On ne pouvait pas monter en charge sur le load balancer. Alors cette nouvelle technologie était prouvée en interne depuis plus d'1 an. Elle est notamment utilisée par les services d'hébergement mutualisés, qui hébergent 3 millions de sites web en France. Elle est également utilisée par les infrastructures de CDN, et ainsi que par PCS, qui est le Public Cloud Storage de VH, donc le stockage de fichiers en ligne, ainsi que Ubique, qui est la version grand public d'archivage de données. Donc ça génère du trafic. Et l'infrastructure de mail de VH est également derrière un service load balancer. Alors on a décidé de vous faire profiter de notre expertise qu'on a acquis depuis plus de 2 ans. Donc le service load balancer est disponible sur vh.com. Vous pouvez le commander. Alors je disais que le service était prouvé depuis plus d'1 an. Par exemple, on traite de façon quasi constante 45 gigabits par seconde de trafic sur toute l'infrastructure de load balancer. Et on traite aussi 150 000 requêtes par seconde, ce qui équivaut à peu près à 250 000 sessions concurrentes. Alors, l'infrastructure du load balancer, elle a été spécifiquement prévue pour les besoins du load balancer, c'est-à-dire qu'on a un réseau, des équipements réseau qui ont été sélectionnés pour ces besoins, qui leur sont dédiés. On a également des serveurs dédiés pour rendre ce service, avec du CPU dimensionné pour gérer le chiffrement SSL, de la RAM en quantité ainsi qu'une carte réseau conséquente. Alors, il n'y a pas de domaine de panne unique parce que le service du load balancer est à la fois rendu sur plusieurs serveurs qui sont dans des baies différentes, qui possèdent des arrivées électriques différentes et qui ont aussi des équipements réseau différents. Et on arrive à rendre le service sur plusieurs machines en même temps avec un mode master-master grâce à une technologie qui s'appelle ECMP, qui veut dire Equal Cost Multipass. Donc en fait, ça revient à lorsqu'on annonce en BGP une adresse IP sur le serveur qui porte l'IP du load balancer,
on va l'annoncer plusieurs fois sur les switches DB, qui eux-mêmes vont la réannoncer en BGP au routeur cœur de réseau. Et ce qui va se passer, c'est que quand le routeur cœur de réseau reçoit un paquet, il va faire un load balancing entre les routes qui sont disponibles. Donc ici, il y a deux routes, une qui mène au switch de la première baie et une route qui mène au switch de la deuxième baie. Pour rendre le chemin persistant pour une session TCP, tous les paquets qui vont avoir la même IP source, port source, ainsi que IP destination, port destination, vont emprunter le même chemin réseau. Et en fait, c'est exactement le même principe qui se répète au niveau du switch de la baie. Le switch va sélectionner un lien disponible parmi les liens qui possèdent l'IP désiré. C'est ainsi qu'en fait on load balance à un premier niveau sur le routeur cœur de réseau, on load balance sur le switch de la baie, et enfin on arrive sur le serveur qui porte le service du load balancer. Alors bien entendu, si une machine vient à tomber en panne, l'IP n'est plus annoncé, et dans ce cas-là, le switch ne va tout simplement plus utiliser ce lien pour router les paquets, et va router les paquets vers un autre lien opérationnel. Et dès que la machine redevient opérationnelle, il va réutiliser ce chemin réseau pour envoyer les paquets. Alors cette infrastructure, on l'a déployée dans 4 sites, sur le site de Roubaix, le site de Gravelines et le site de Strasbourg, ainsi qu'au Canada à Borna. Alors on supporte l'IP Anycast quand c'est pertinent, c'est-à-dire sur les deux plaques Europe et canadienne. Alors l'IP Anycast, ça revient à annoncer l'IP plusieurs fois sur le réseau internet. Et en fait, c'est les opérateurs internet qui vont contacter l'IP via le chemin le plus proche. Ça revient à dire que les visiteurs nord-américains vont aller sur le data center du Canada et les visiteurs européens vont aller sur les data centers en Europe. Donc ça permet notamment de réduire la latence pour vos visiteurs. Alors au niveau logiciel, toute l'infrastructure est entièrement automatisée. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, tout ce que nous donne comme avantage le mode master-master est mis à profit par une automatisation. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'un serveur, au moins qui traite un load balancer. Et si un serveur devient disponible, automatiquement on le redéploie sur un autre serveur. Ceci afin d'avoir de la redondance à tout moment. Et si un load balancer a besoin de plus de capacité parce que le client a un pic de trafic, on va pouvoir aussi, si nécessaire, déployer le load balancer sur plus de machines, pour avoir plus de capacité. Alors côté logiciel, on utilise HAProxy. C'est un logiciel open source. Il y a une très bonne communauté. On l'a testé, il y avait de bonnes performances et surtout il y avait beaucoup de fonctionnalités. Et bien entendu, vous pouvez gérer la configuration de votre load balancer via la PV6 d'OVH pour l'automatiser vous-même dans vos outils. Et vous avez aussi le manager ou l'espace client pour gérer le service en mode IHM. Alors niveau fonctionnalité, alors un load balancer est composé de deux briques en fait. La première brique, ça va être le front-end. C'est ce qui va définir le point d'entrée du load balancer. C'est là qu'on va définir le port d'écoute, le mode de proxy. Si on veut un proxy TCP en mode niveau 4 ou un proxy HTTP niveau 7, on va pouvoir choisir aussi si on veut chiffrer avec SSL. Et on va pouvoir aussi choisir la ferme de serveur par défaut. Alors une ferme de serveur, c'est un ensemble logique de serveurs identiques qui rendent les mêmes services. Et c'est sur une ferme de serveur qu'on va pouvoir définir l'algorithme de répartition. Typiquement le round robin pour répartir une fois sur deux les requêtes. Le least connection pour répartir les requêtes vers le serveur qui a le moins de connexions actives. L'IP source ou l'URL. On a aussi la possibilité d'avoir une persistance par IP ou par cookie HTTP
si vos applications nécessitent d'avoir de la persistance sur vos serveurs. Et c'est aussi également sur une ferme de serveurs qu'on va pouvoir configurer les sondes pour vérifier l'état de santé des serveurs. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux modes possibles, HTTP et TCP. Alors l'avantage d'HTTP, c'est qu'on va pouvoir accéder à tout ce qui est en tête HTTP. On va pouvoir également faire du HSTS pour le SSL. Donc HSTS, ça permet d'envoyer un header à vos visiteurs pour leur dire de revenir en SSL les prochaines fois. On va pouvoir faire également de la redirection HTTP, typiquement HTTP vers HTTPS si nécessaire. On va pouvoir déclarer des routes et faire des règles ACL, donc Access Control List, des règles d'accès. Tandis qu'en TCP, ça permet de gérer tous les protocoles qui ne sont pas HTTP. On peut aussi faire passer du HTTP via du TCP. Et le SSL est aussi géré en mode TCP. Alors la configuration que vous réalisez soit via l'API, soit via le manager, elle est asynchrone. Ça vous permet de déployer un ensemble de blocs de configuration en un seul coup. Et ça nous permet aussi, quand vous nous demandez d'appliquer la configuration, de la déployer progressivement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la déploie par zone de panne. On la déploie d'abord sur tous les serveurs d'une première baie. On vérifie que tout fonctionne bien. Donc si tout fonctionne bien, on continue avec les autres baies. Et si on détecte une anomalie, on s'arrête là. Ce qui nous permet de ne pas se retrouver avec plus de 50% des serveurs avec une anomalie. En mode HTTP, vous avez aussi la possibilité de déclarer des règles de routage. Donc typiquement, ça va vous permettre en fonction du domaine, ou de l'URL, ou d'un attache HTTP ou de l'IP source, de choisir une ferme de serveur qui n'est pas la ferme de serveur par défaut. Donc typiquement, on peut imaginer, si vous avez une arborescence avec un dossier API, sélectionner une ferme de serveurs différente qui va gérer votre API. Ou alors on peut imaginer faire du canary testing, c'est-à-dire renvoyer seulement un échantillon de requêtes vers une ferme de serveur. Donc vous pouvez très bien déployer un cookie à certains visiteurs pour qu'il soit redirigé vers une ferme de serveur plus récente, qui vous permettra de valider le bon fonctionnement et de tester les fonctionnalités avec une montée en charge progressive. Alors niveau sondes, les sondes qui vous permettent de vérifier l'état de santé d'un serveur, ce qu'on va vous proposer, c'est bien plus qu'une simple vérification du port 80 ou 443. Vous avez la possibilité de vérifier la présence d'une chaîne de caractères dans la réponse. Vous avez aussi la possibilité de faire la négation, c'est-à-dire de vérifier l'absence de chaîne de caractères dans la réponse. Vous pouvez aussi vérifier un autre port que le port qui porte le service. Typiquement, si vous avez un serveur web, ce qu'on fait beaucoup chez OVH, c'est qu'on a un service qui s'appelle OCO, qui écoute sur le port 79, qui en fait, dès qu'on se connecte, renvoie un code d'erreur, un code 200 qui signifie que la machine est en bonne santé, et un code 300 qui signifie que la machine est en mauvaise santé. Donc ça va vous permettre de faire des règles. Par exemple, si vous estimez que passer une charge de serveur donnée, votre service n'est plus rendu avec la qualité que vous attendez, vous pouvez automatiquement le remonter dans un état défaillant. Ainsi, le serveur sera automatiquement supprimé de la ferme de serveur. Et vos visiteurs contacteront uniquement les fermes de serveurs avec des serveurs disponibles. Alors, on gère aussi la terminaison SSL. Donc c'est avantageux pour vous parce que la négociation SSL, c'est un coût CPU, du coup qui est pris en charge par notre infrastructure. On gère aussi tout ce qui est bonne pratique de sécurité niveau algorithme de chiffrement. C'est-à-dire que on va vous permettre d'avoir plusieurs profils, c'est-à-dire le profil recommandé, mais aussi les profils qui gèrent les anciens navigateurs. Si vous avez des visiteurs qui utilisent toujours des anciens navigateurs. On gère les mises à jour de sécurité, mais on gère d'ailleurs les mises à jour de sécurité pour tout, pas spécialement les failles SSL. Et si vous commandez le certificat via notre API, on va gérer l'ensemble du cycle de vie de l'API, pardon, du certificat. C'est-à-dire qu'on va le commander pour vous, on va l'installer pour vous,
et automatiquement, avant qu'il arrive à expiration, on va le renouveler et le réinstaller pour vous. Et si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité d'uploader vos certificats. Et dans ce cas-là, c'est à vous de gérer le cycle de vie du certificat. Alors sur un front-end, c'est sur un front-end donc on configure le SSL ou non. On a la possibilité d'avoir plusieurs certificats SSL. Alors quand on a plusieurs certificats SSL, en fait, le serveur derrière a besoin de savoir quel certificat il doit présenter au client. Donc pour ce faire, il utilise le SNI, c'est une extension SSL, Server Name Indicator, qui va permettre en fait au serveur en face de sélectionner le bon certificat. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quel était le comportement quand on ajoutait beaucoup de certificats. Et on a vu qu'en fait, le temps que mettait le serveur à sélectionner le certificat ne dépendait absolument pas du nombre de certificats. C'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à 2 millions de certificats et le temps est toujours constant. Bon, bien entendu, ça va consommer plus de mémoire pour stocker les certificats en mémoire. Et le principal désavantage, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à charger les certificats au démarrage. Alors quand vous commandez un load balancer chez nous, en fait, on vous attribue 2 IP dédiés, une IPv4 et une IPv6. Ça va vous permettre notamment de faire du IPv6 vers IPv4. C'est-à-dire que vos serveurs peuvent être en IPv4, mais vous allez pouvoir adresser des clients qui sont en IPv6 seulement. Donc vous allez pouvoir adresser tous les clients, IPv4, IPv6. Le load balancer est aussi compatible avec l'IP failover. Alors une IP failover chez OVH, c'est une IP flottante qu'on peut attacher à n'importe quel service. Typiquement un VPS, un serveur dédié et donc un load balancer. Donc si vous avez actuellement un serveur dédié avec une IP failover, ça va être pratique parce que vous allez pouvoir commander un load balancer, le configurer, vous assurer qu'il est bien configuré, et une fois que vous souhaitez migrer, vous avez juste à déplacer l'IP failover sur le load balancer, et ainsi c'est le load balancer qui va traiter tout votre trafic. Et vous avez aussi la possibilité de commander plusieurs IP failover sur le load balancer. Ça va vous permettre d'avoir plusieurs IP dédiés pour le load balancer. Ça peut être pratique si vous souhaitez faire un mode revendeur et que vous voulez avoir des IP dédiés par client. Alors le load balancer est aussi compatible avec le VRAC. Alors le VRAC, c'est la solution de réseau privé d'OVH. Ça va vous permettre d'avoir un adressage en IP privé sur toute votre infrastructure. Typiquement, vos serveurs vont pouvoir parler entre eux en IP privé. Et donc l'avantage, c'est que votre infrastructure est isolée d'Internet. Vous n'avez pas de vous n'avez pas de surface d'attaque venant de l'extérieur. Et bien entendu, le load balancer, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une IP publique et il va contacter vos serveurs via une IP privée dans votre réseau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet donc de s'assurer que les IP, que les requêtes proviennent via l'IP du load balancer. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on a une protection permanente anti-DDoS sur le service load balancer. Alors, c'est une protection qui a été développée par les équipes qui ont développé l'anti-DDoS générique sur le réseau d'OVH, qui s'appelle VAC. Alors, pour information, avec le VAC, on a déjà détecté et mitigé une attaque de plus de 1 terabit par seconde. Donc, cette équipe a de l'expérience pour détecter et gérer les attaques DDoS. Ah, et pour rappel, une attaque DDoS, ça consiste à saturer votre service de requêtes ou de trafic, ainsi pour le rendre indisponible. Donc la solution qu'on a développée, elle est à base de cartes FPGA, c'est-à-dire de cartes programmables, ce qui nous permet d'avoir des performances qui peuvent gérer une attaque. Et donc, comme je l'ai dit, cette protection est permanente, ce qui fait qu'on n'a aucun délai entre la détection d'une attaque et sa mitigation. Donc en fait, du coup, pour résumer, vous n'avez pas à gérer la montée en charge suite à une attaque. Ça ne va pas vous pénaliser ainsi que vos visiteurs. Alors, l'anti-DDoS qu'on a développé, en fait, il nous protège des attaques de type SYNFLOOD. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand le visiteur va contacter le load balancer,
il va en fait contacter le service anti-DDoS qu'on appelle Armor. Ce service va faire des vérifications nécessaires. S'il estime que la requête est légitime, il va répondre avec un signe ACK et un cookie chiffré. Et le client en fait va répondre avec un signe ACK avec le cookie que l'anti-DDoS va lui avoir répondu. Ce qui prouve en fait au serveur gérant load balancer que le client est bien passé par la protection anti-DDoS. Et après l'échange niveau TCP se déroule de façon classique. Alors du coup un cas d'école, ça peut être un auto-entrepreneur qui lance son site de e-commerce. Alors pour commencer, il attend pas trop de trafic, donc il va commander un VPS. Bon, il n'a pas trop de soucis. Puis un jour, son service commence à marcher. Donc il a besoin d'une machine plus puissante. Il va commander un serveur dédié chez EVH. Ça va lui permettre de passer un certain cap, peut-être quelques mois. Puis après, il se rend compte que son trafic continue d'augmenter. Bon, tant mieux, son business se porte bien. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commander un load balancer. Et il va commander 4 serveurs dédiés pour gérer à la fois la tolérance de panne et pour gérer la montée en charge. Donc ce qui va se passer, c'est que son service se portant bien, il va décider de faire une campagne de publicité sur une chaîne télé. Et donc en prévision, il va décider de doubler ou quadrupler son infrastructure. Donc il va commander plein de machines virtuelles. Donc il va faire du débordement, ce qu'on appelle le débordement dans le cloud, c'est-à-dire le trafic en surplus va être traité par des machines dans le cloud. Alors comment est-ce qu'il peut réaliser ça? Donc vous voyez qu'on a actuellement 2 machines disponibles. On a ces 2 machines qui sont dans le service load balancer. Ah oui, pardon. C'est bon? Non. C'est bon? Donc ça c'est l'IP du load balancer. Donc on va voir que on est redirigé vers le serveur test 0 et le serveur test 1 de façon aléatoire. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est commander une nouvelle machine virtuelle. Donc là en fait ce que ça fait, c'est que ça contacte l'API OpenStack, qui est en fait la technologie utilisée par OVH pour le cloud. OpenStack, c'est une technologie qui est assez répandue. Vous pouvez trouver des librairies ou des connecteurs assez facilement. Il y a même des modules Terraform, pour ceux qui connaissent. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'installer une nouvelle machine. On a également, de façon automatique, avec un script de post-installation, installé le serveur web. Donc une fois que j'ai ma nouvelle machine, je vais pouvoir la rajouter dans le load balancer. Et je vais demander d'appliquer la configuration du load balancer. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on déploie la configuration comme je vous ai expliqué par domaine de panne. Donc d'abord la première B, on attend, on valide, ensuite la deuxième B, ainsi de suite.
Donc voilà, on devrait voir apparaître le nouveau serveur. Voilà. Donc on voit qu'on n'a pas perdu de requête et qu'on a le nouveau serveur qui traite des requêtes. Donc on peut refaire cette procédure jusqu'au nombre de serveurs souhaité. Je vais aussi vous montrer comment gérer les sondes de santé. C'est-à-dire si je me connecte sur le serveur, on va voir qu'on a un service qui répond sur le port 79, qui répond un code 200, signifiant que le serveur est en bonne santé. Maintenant, je vais faire répondre un code 300. Donc maintenant, le service répond 300 sur le port de la sonde. Et dans 30 secondes, c'est la périodicité des vérifications de santé des serveurs. Dans 30 secondes, mais le serveur va être vu comme défaillant. Et le load balancer va automatiquement le blacklister, ce qui va faire qu'il ne va plus recevoir de requêtes. Et bien entendu, en remettant un statut OK, il va être redétecté comme opérationnel. Et le load balancer va le réactiver. Donc oui, ça a l'air d'être le cas. Alors, bon, bien entendu, vous pouvez utiliser plusieurs produits dans vos farms de serveurs. Vous pouvez utiliser des serveurs dédiés chez OVH, des VPS, des VM dans le cloud public d'OVH avec OpenStack. Vous pouvez voir même aussi utiliser des Docker sur votre infrastructure si vous le souhaitez. La seule contrainte, c'est que les serveurs doivent être hébergés dans le réseau d'OVH. Un cas d'utilisation avancé, ça peut être aussi un déploiement en mode blue-green. Alors le déploiement en mode blue-green, ça consiste en fait à avoir deux infrastructures identiques. Une infrastructure bleue et une infrastructure verte. Donc en fait, avec tout ce qui est infra as code ou des outils comme Terraform, si vous connaissez, au lieu en fait de exécuter une procédure de mise à jour sur votre production, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer une nouvelle infrastructure depuis zéro, la valider. Et une fois que vous l'avez validée, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est router les nouvelles requêtes vers la nouvelle ferme de serveur. Et ça va vous permettre aussi de faire un retour en arrière si vous avez un problème sur l'ancienne infrastructure, vu que vous l'avez toujours. Mais l'avantage principal, c'est que si vous avez testé votre procédure de mise à jour et que vous la réappliquez en production, ça peut être dangereux parce que si votre infrastructure de production n'est pas à 100% identique à votre infrastructure de test, vous pouvez rencontrer des problèmes que vous n'avez pas rencontrés lors de vos tests. C'est pour ça que basculer sur une infrastructure que vous avez pu tester de façon sereine, parce qu'elle ne recevait aucun trafic de production, c'est une bonne pratique. Et le balancer vous permet de faire ça. Alors, quels sont les cas d'utilisation en mode non HTTP? En TCP, on va pouvoir notamment faire du load balancing de mail sur le port SNMP pour la réception des emails. Alors, une des problématiques qu'on peut avoir avec le mode TCP, c'est que en fait, en mode HTTP, on va envoyer la requête du client final via un en-tête XOR-DET4. En mode TCP, il n'y a pas vraiment de méthode standard pour faire ça. Mais les développeurs de HAProxy en fait ont développé ce qui s'appelle le proxy protocol, qui est supporté par plein de logiciels open source. Et en fait, ça revient au début de l'initialisation de la connexion TCP. Ils vont échanger les attributs tels que l'IP du client, le port du client, ce qui va vous permettre d'avoir les vraies informations et ainsi de ne pas avoir seulement l'IP du load balancer.
Donc souvent pour des contraintes légales, vous avez, la loi vous impose de stocker l'IP de vos visiteurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Vous pouvez aussi imaginer avoir plusieurs bases de données, c'est-à-dire une base de données en mode master et des réplicas. Si vous voulez que vos clients basculent automatiquement sur la base de données master, vous pouvez utiliser un load balancer. C'est-à-dire que vous allez avoir une ferme qui écoute sur un port TCP, qui va avoir un seul serveur, qui va être la base de données active, qui accepte des écritures. Et lorsque vous décidez de promouvoir un slave parce que le master n'est plus joignable, et vous avez juste à mettre à jour l'IP du backend dans votre ferme de serveur, et automatiquement vos clients vont contacter le bon serveur. Vous n'avez pas à gérer cette logique-là dans vos clients SQL. Et si vous souhaitez aussi pouvoir traiter plus de requêtes en mode lecture, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que un réplica, qui n'est pas un master, accepte des requêtes en lecture. Donc vous pouvez très bien imaginer avoir un deuxième port sur votre load balancer qui lui va pouvoir contacter tous les réplicas, ce qui va vous permettre de traiter plus de requêtes en lecture. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à venir en discuter.